les urgences de nos hôpitaux. Emmanuel Macron et la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, se rendent à l'hôpital de Cherbourg demain. La crise est majeure. 120 services d'urgence prévoient des fermetures partielles cet été. Fabien Recker. Au CHU de Bordeaux, les urgences sont en alerte rouge. Le service manque de personnel pour accueillir tout le monde. Alors ces agents de la sécurité civile sont chargés de faire le tri. On ne peut plus accepter en permanence, 7 jours sur 7, tous les patients qui viennent aux urgences. On n'en a plus les moyens. Donc il faut sélectionner les patients qui en ont vraiment besoin. C'est ce qu'on fait en ce moment. Même désarroi à l'hôpital de Chinon en Indre-et-Loire. Par manque de soignants, les urgences et la maternité sont fermées depuis bientôt 2 semaines, sans date de réouverture connue. Aujourd'hui, on n'en peut plus, tout se casse la gueule et voilà, on assiste à la fin de l'hôpital avec un grand H. Au moins 120 services d'urgence seraient actuellement contraints de limiter leur activité. En cause l'accès insuffisant à la médecine de ville dans certains territoires, mais surtout le manque de lits dans les autres services qui se déchargent sur les urgences, créant un effet entonnoir. Avant la pandémie, notre système, il était rongé à l'os et on le dénonçait. Et tout ce qui a été fait depuis n'a absolument pas arrangé la situation, en tout cas au niveau des urgences, puisqu'on n'a absolument pas eu un recul sur la politique de fermeture de lits. Encore 17 000 lits fermés sous le quinquennat Macron. Donc on voit bien que la volonté de fermer des lits et de supprimer du personnel continue, malgré 2 ans de pandémie et malgré tous les scandales qu'il y a pu y avoir au niveau de la santé. Les urgences deviennent un service qui va mettre en danger les patients. On a déjà eu des morts, notamment à Strasbourg ou à Orléans. Des conditions de travail dégradées, comme ici à Bordeaux, où des patients attendent leur prise en charge entassés dans un couloir. De quoi entraîner une hausse spectaculaire des arrêts maladie. Et malgré la majoration des heures supplémentaires ou le recours à l'intérim, le recrutement des soignants est en panne, même dans les hôpitaux franciliens. On en a 1000 de moins qu'il y a 1 an à la même époque. On avait prévu de créer 400 postes supplémentaires, on n'a pas pu les créer. Donc il nous manque 1400 infirmières par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Il y en a qui ont changé de métier, il y en a qui sont partis dans le privé, il y en a qui sont partis en province, il y en a qui ne sont pas venus travailler après la diplomation de l'été dernier. Les soignants redoutent un été chaotique aux urgences. Leurs syndicats appellent à la mobilisation le 7 juin. Les urgences sont en train de craquer. On en débat tout de suite avec mes invités. Zéna Briet, bonjour. Bienvenue. Vous êtes délégué général de la Fédération hospitalière de France. Wilfried Samut, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin délégué de l'Association des médecins urgentistes de France. Frédéric Bizard, bonjour, bonsoir. Économie spécialisée questions de santé et vous publiez L'autonomie solidaire en santé, c'est aux éditions Michalon. J'accueille également avec nous en duplex Vincent Couronne, le fondateur, le directeur de la publication des Surligneurs, médias de vérification de la légalité, on va dire, de l'aspect légal des discours politiques. Bonsoir Vincent, merci d'être là. Et bonsoir. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, qui est resté à mes côtés. Je vous propose cette carte pour commencer, pour prendre tout de suite conscience de la détresse de nos services d'urgence. 120 services qui prévoient des fermetures partielles ou alors une régulation de l'accès aux services ou alors des délestages d'ici à cet été. Zéna Briet, ça représente quoi, 20% de nos hôpitaux qui sont d'ores et déjà touchés, qui disent on n'y arrivera pas cet été ? En fait, nous avons 80% de nos établissements publics de santé qui connaissent des difficultés. Alors, soit sur des services ciblés, comme par exemple les urgences, oui, ou bien d'ordre général, plusieurs services touchés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on demande à l'hôpital de pallier les manques de notre système de santé. Donc chaque année, en période pré-estivale, on rencontre des difficultés. Sauf que là, c'est une crise aiguë que nous vivons, après 2 ans de pandémie, qui a entraîné de l'usure, de la fatigue des professionnels et par conséquent de l'absentéisme. Donc effectivement, la situation est plus grave que d'habitude. Bien sûr qu'on continue à soigner les patients et à accueillir les patients. Et pour pouvoir continuer à le faire et passer l'été, c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on mette en place un certain nombre de mesures d'ores et déjà. Oui, alors on en parlera des mesures d'urgence et puis évidemment de ce qu'il faut faire, voire un peu plus loin à moyen et long terme. Wilfried Samut, est-ce que vous avez déjà connu une situation aussi critique ? On dit, et je pense d'ailleurs qu'on n'a pas encore touché le fond de la piscine, oui, on a connu, alors je pensais que naïvement le Covid allait être la der des der, mais malheureusement c'est comme en 14, il y en a eu une après, quoi. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs même un facteur d'acutisation des problèmes, parce que les praticiens
Poste avait un espoir énorme avec cette crise Covid. On nourrit enfin l'espoir de voir leur demande de soigner avec plus de moyens et donc plus de compassion vis-à-vis des patients. On avait cet espoir de le voir réalisé. Et en fait, non. Il y a eu un Ségur de la santé. Oui, alors il n'y a que M. Véran pour se réjouir du Ségur de la santé. C'est-à-dire que moi, je suis, et je ne vais pas faire de la politique, mais malheureusement, le problème est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer avoir vaincu le Covid et être satisfait du constat politique et de voir que l'hôpital public est comme on le décrit aujourd'hui. Où est la satisfaction ? Il faut qu'il m'explique ce que pour lui, le mot rentrer dans l'histoire signifie. Parce que là, sincèrement, ça provoque à chaque fois beaucoup de colère de voir cette espèce de déni. Je vais rebondir sur le thème d'à côté, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait du déni du ministre de l'Intérieur. Là, on a un déni complet de la santé, des responsables de la santé de M. Véran. Alors, je ne sais pas ce que Mme Bourguignon va nous apporter, mais sincèrement, je crois que c'est tant qu'on n'aura pas nommé les vrais problèmes et qu'on n'aura pas dit oui, effectivement, il y a un problème de financement de l'hôpital public, il y a un problème de réarmer le désir des praticiens hospitaliers qui ont été rincés par 2 années d'épidémie de Covid. Tant qu'on n'aura pas posé ces problèmes sur la table, on n'arrivera à rien. Et d'ailleurs, les patients en souffrent et vont continuer d'en souffrir. Frédéric Bizard, cette crise, elle est structurelle. C'est peut-être ça la première chose qu'il faut dire, le plus important. Je crois que c'est en effet ce diagnostic qu'il faut faire partager. C'est le sociologue Alain Toine qui disait qu'avant toute phase de décomposition, avant toute phase de reconstruction et de recomposition des modèles, il y a toujours une phase de décomposition, de délitement. On est dans cette phase de délitement depuis une dizaine d'années, avec évidemment pour certains services, pour certains lieux de soins qui sont des effets loupe, des effets miroirs de cette dégradation du système. Et le service des urgences, je prends juste un chiffre, un quart des passages aux urgences sont un quart des patients qui vont aux urgences représentent les 2/3 des passages aux urgences. Pourquoi ? Parce que ce sont les personnes âgées qui sont polymédiquées et qui ont plusieurs pathologies, qui sont polymédiquées, qui sont fragiles, et plutôt que d'être prises en charge soit à leur domicile, soit dans l'ambulatoire, soit dans le médico-social, dans les EHPAD, finissent aux urgences. Bon, voilà. Donc c'est bien le délitement de la ville, du médico-social, qui fait que les... Bon, donc ça, au moins, il faudrait le partager. Donc c'est l'entonnoir à problème. Mais ce que disait Wilfried Sammut est très important, et c'est pas que le politique. Pourquoi est-ce que le politique ne prend pas conscience qu'il faut vraiment refonder le système, même si à la limite il n'en aurait pas l'idée de comment faire? C'est parce que vous avez une espèce une haute administration, une partie de l'administration, il suffit, on en a écouté une partie là, qui elle-même essaie de défendre un système qui est un système dépassé. D'accord ? Donc vous prenez des directeurs d'ARS, des directeurs d'APHP, d'APHM, donc et c'est eux qui parlent aux politiques. C'est eux qui sont écoutés par le politique. Donc je crois que le politique, quelque part, doit être un petit peu en contact direct avec les soignants, mais la population en général. Pour avoir passé quelque temps aux urgences pour un accident il y a 3 mois, vous vous rendez compte qu'on est arrivé à un état de dégradation qui est inacceptable pour un pays comme la France. Quand vous restez 6 à 7 heures sur des brancards en train de gémir de douleur et qu'on vous dit qu'il faut attendre votre tour, vous comprenez qu'il y a un problème. Oui, d'accord ? J'ai lu votre récit, on vous répond, mais il y a des gens qui sont arrivés à 14 heures et qui ne sont toujours pas pris en charge, donc vous attendez. Quoi. Et voilà, et ça c'est inacceptable pour les patients, mais pour les soignants aussi. Donc on peut dire qu'il faut augmenter les soignants, on reviendra sur le Ségur, qui est, quand on met 10 milliards sur la table et qu'on obtient quelque chose qui fait fuir les ressources humaines, il faut quand même accepter qu'on a probablement raté des choses. On a raté 3 choses. On a oublié la pénibilité, on a oublié les contractuels, c'est 40% juste de la masse salariale, et on a oublié la différenciation des compétences. On a dit tout le monde pareil. Ben non. On y reviendra. Peut-être je reste sur ce qui va se passer cet été, avec une question très basique de citoyens. Est-ce que les urgences seront assurées ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans tous ces hôpitaux qui sont là, qui nous disent on n'y arrivera pas ou on n'y arrive déjà pas ? Et justement, pour qu'on puisse les assurer, ces urgences, il faut d'ores et déjà que dans chaque territoire, sous la houlette des agences régionales de santé, on mette en place des plans de continuité de soins, de savoir les filières qu'on doit prioriser, et qu'on garantisse l'accès en journée et la nuit. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que si l'hôpital est aussi dans cette situation, c'est qu'il y a des déserts médicaux, qu'on le veuille ou non, et par ailleurs, il y a tout le monde n'est pas présent
pour assurer le premier recours. Et le problème numéro 1, il est là. Donc les patients, quand ils n'ont pas accès à leur médecin traitant, ils vont aux urgences de l'hôpital. Donc très simplement, on a su pendant la crise, pour mettre en place des centres de vaccination, mobiliser tout le monde. Là, il faudrait d'ores et déjà mobiliser tout le monde, tous les acteurs de santé, les cliniques, les hôpitaux, les libéraux, avec les élus, pour définir quelles priorités, quelles filières sont prioritaires de soins, comment on s'organise, quelle structure est ouverte, quels cabinets sont ouverts, pour qu'on puisse garantir au moins un plan de continuité des soins sur les territoires. D'accord, et que tout le monde ne se retrouve pas aux urgences, soit éventuellement pris en charge ailleurs et on peut aussi avoir accès à de la téléconsultation, on peut aussi avoir, parce que le problème c'est les urgences et les soins non programmés. Je voudrais donner la parole une première fois à Vincent Couronne pour avoir un regard juridique, parce qu'il y a une obligation légale, Vincent, d'accueillir les personnes en détresse. Oui, alors déjà, il y a une obligation de continuité du service public de la santé, qui est une obligation qui a été renforcée par une loi, la loi Touraine en 2016 notamment, et qui fait que les agences régionales de santé doivent faire en sorte d'organiser l'accueil des soins de telle sorte que, eh bien, on puisse être soigné si on est accueilli aux urgences. Il n'est pas normal, et puis l'hôpital engagerait sa responsabilité s'il accueillait une personne qui décédait par faute de personnel suffisant dans ces couloirs. Mais il y a autre chose, c'est que réguler du coup l'entrée dans les urgences, comme on l'a vu par exemple à Bordeaux, où la nuit, les adultes doivent appeler le 15 pour savoir où ils sont redirigés, s'il y a urgence ou pas. Si une personne se présente à l'entrée des urgences devant un hôpital et qu'elle est souffrante, eh bien là, il y a une obligation effectivement de porter secours. C'est une obligation qui fait partie de la déontologie des médecins ou des infirmiers de venir en aide à des blessés en péril. Et en plus de ça, il y a aussi le code pénal, tout simplement, qui a créé un délit de non-assistance à personne en péril, qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende si jamais vous ne portez pas secours à une personne qui est en péril. Donc, si vous arrivez souffrant au seuil des urgences, un médecin ou un infirmier ne pourra pas vous laisser dehors. Il ne peut pas vous laisser dehors de toute façon. Merci pour cette présentation, Vincent Couronne. Wilfried Samuth, vous êtes membre de la commission d'indemnisation des accidents médicaux en Ile-de-France. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il y a de plus en plus de procédures? C'est ce qui peut être la suite logique de ce qu'on décrit depuis un moment, quoi. C'est ce qui me fait réagir, effectivement, parce que malheureusement, on est au cœur du sujet. La conséquence de tout ça, c'est qualitativement, l'acte de soin, quand vous voyez depuis des années le temps consacré aux soins, que ce soit par les paramédicaux ou par les médecins, se réduit comme peau de chagrin du fait d'un effet démographique épouvantable, forcément, la qualité n'est plus au rendez-vous. Et donc, vous avez une augmentation des plaintes. Alors, c'est vrai que la loi Kouchner, avant la pénalisation, permet d'essayer de trouver une conciliation avec les patients qui se posent les bonnes questions, en sachant qu'ils ont attendu 10 heures et qu'ils ont une douleur thoracique qui n'a été prise en compte, alors que vous savez, quand vous êtes susceptible de faire un infarctus, le temps, c'est du myocarde. Vous avez effectivement légitimement une augmentation des plaintes et une augmentation des demandes d'indemnisation pour des aléas qui peuvent se trouver être finalement des fautes de moyens. Oui. Vous avez des chiffres là-dessus, Céda Briet? Vous confirmez qu'il y a de plus en plus de procédures qui se règlent parfois à l'amiable, d'ailleurs, peut-être. Par contre, ce qu'on peut dire réellement, c'est qu'on a un vrai enjeu de santé publique. Nous savons qu'en 2020 et 2021, du fait de la crise, un certain nombre de prises en charge n'ont pas pu être assurées. Qu'il s'agisse en matière de diagnostic, de cancer, qu'il s'agisse en matière de suivi de maladies. Et inévitablement, il va falloir rattraper tout cela. Donc, quoi qu'il en soit, sur la prise en charge globale des patients, il y a un retentissement. Et ça va bien au-delà de ce que vous évoquez. Frédéric Bizard, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je rappelle, vous êtes économiste de la santé, et les dysfonctionnements que vous dénoncez depuis des années, vous les avez vécus de l'intérieur, puisque vous vous êtes retrouvé, c'était en février dernier, renversé par une voiture à Paris, gravement blessé. Vous l'avez raconté dans un article du Point, donc je me permets de le rappeler moi aussi. Vous passez combien de temps aux urgences? Et puis qu'est-ce qui ressort? On parle parfois de perte de chance, mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites peut-être que je fais quelque chose de grave et on est en train de passer à côté?
Oui, enfin, vous vous rendez compte quand vous êtes patient qu'il vaut mieux, avant un accident, être en bonne santé pour espérer passer cette épreuve-là d'un accident sur la chose. Parce que quand vous voyez des personnes âgées qui ont tel ou tel problème ou un accident ou autre, vous vous rendez compte qu'elles ne peuvent pas passer cette épreuve-là au-delà de l'accident que vous avez eu sans séquelles majeures. Et d'ailleurs, j'ai pu voir pendant cette nuit aux urgences que le discours un peu de tout le monde, c'est dire plus jamais ça. C'est-à-dire, et c'est là où vous avez, et quand vous le voyez, vous parlez du personnel des kinés, vous avez les personnes âgées qui ne veulent plus aller dans ces urgences. Tellement c'est une épreuve de rester sur des brancards pendant des heures à gémir. Bon, donc on en est là. Et on en est là dans des grands CHU parisiens. Il fut un temps où il était bon de dire qu'il vaut mieux avoir un accident à Paris qu'ailleurs en province parce qu'on est plus sûr de... Bon, ça c'est fini, ce temps-là. Vous voyez. Donc ça c'est une réalité qu'on voit. Et moi je suis convaincu que de toute façon, je ne sais pas si on est au fond de la piscine, mais que cette situation-là va vite devenir intolérable, parce qu'il va y avoir des pertes de chance. Mais les fermetures des centres, voilà, c'est là où, enfin moi c'est ma conviction, c'est que je pense que c'est pas un problème financier, c'est pas un problème de rémunération, même si les rémunérations sont loin d'être là. C'est un problème général, de conditions de travail, de reconnaissance du travail, de sens même, de sens, hein, sens public, c'est de sens à ce travail. Mais à quoi sert l'hôpital public aujourd'hui? D'accord? Bon, on sait qu'il faut décloisonner tous ces secteurs-là. On sait qu'il y a attention à ne pas penser que l'herbe est plus verte ailleurs et que si on resserre un peu la vis ailleurs, ça va améliorer le sort de l'hôpital. C'est ce qu'on a cru avec la loi Touraine, où on s'est dit, tiens, le service public, si on excluait le privé du service public, ça ira mieux pour le service public, avec les résultats qu'on connaît. Je vous prends juste, M. Couronne a parlé de service public. C'est là le cœur du sujet. D'accord ? Un service public, c'est égalité d'accès, c'est une continuité d'accès, et ce qu'on appelle la mutabilité. C'est les lois de Roland de 1930. Bon, eh bien, on a considéré, et à juste titre, que ce service public, il devait être délivré à l'hôpital au XXe siècle, parce que c'était des pathologies aiguës, parce que c'était à l'hôpital public qu'on allait construire l'excellence, la recherche, le soin. Bon, mais aujourd'hui, ce service public, il doit inclure l'ensemble des acteurs, passer à un service public territorial de santé. Qu'on soit acteur privé ou acteur public, on doit délivrer un service public, parce que cette continuité des soins, cet accès pour tous aux soins et à la prévention en particulier, parce qu'on a la mauvaise stratégie aussi, on reste sur uniquement du curatif, alors qu'on sait que le curatif, ça doit devenir le défaut, et l'excès, ça doit devenir le préventif. Hein, là, enfin, vous voyez que c'est là où il faut tout reconstruire. Bon, donc, ce service public, il faut le réinventer. Vous voyez, c'est pas rien, c'est le cœur du système qu'il faut faire. C'est pas un problème hôpital-ville, c'est un problème de service public. Avec une occasion manquée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Ségur de la santé a été une occasion manquée? Parce que là, il y avait, avec la crise Covid, la possibilité peut-être de le faire. Moi, je ne dirais pas que ça a été une occasion manquée. Ça a été l'occasion de prendre conscience que l'hôpital public avait été saigné pendant 2 décennies et qu'à la fois en termes d'investissement et en termes de conditions d'exercice des professionnels et de rémunération, il fallait faire quelque chose. C'était les 2 premières urgences. Mais il y avait d'autres thématiques à traiter, comme l'accès aux soins. Parce que quand on vous entend, il y a une somme considérable quand même qui a été... Ou alors, on peut pas dire qu'il y a rien eu. On a parlé de 19 milliards, 8 milliards de revalorisation. Non, mais juste pour rappeler aux téléspectateurs, on parlait de 4000 créations de lits, si je ne me trompe. 5 000. Oui, mais vous en avez autant. 5 000. Enfin, vous en avez énormément qui ont été supprimés. J'entends bien, mais j'ai 4 000 sur 17 000. On est d'accord. Oui, vous dites c'est quand même un quart de rattrapé. 100 000 en 15 ans, en moins. Non, mais il y avait 15 000 recrutements prévus, c'est ça, dans le système de santé, dans les EHPAD. Est-ce que vous les avez vus? Ou est-ce que ils ne sont pas créés, ces lits? Est-ce que ces gens ne sont pas recrutés? Alors, l'augmentation des quotas de formation est réelle pour former les professionnels. Donc, on va avoir les premières sorties dans 2 ans. En revanche, les fermetures de lits, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dès lors, parce que je rappelle qu'on a 2 années de Covid avec un taux d'absentéisme qui augmente et des équipes fatiguées. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour pouvoir maintenir dans les meilleures conditions possibles, en sous-effectif, on ferme des lits, ce qu'on ne faisait pas avant. On ne fermait pas systématiquement des lits. Donc un certain nombre de services sont amenés... Juste périodiquement, c'est pas une décision administrative de l'État pour faire des économies, c'est le service parce qu'il n'est pas en mesure pour 3 raisons essentielles. Parce que, il n'y a pas assez de personnel. Parce que vous ne trouvez pas de personnel. Alors, oui, et c'est une conjonction de facteurs. Soit parce qu'il y avait déjà, je rappelle qu'à l'hôpital public, il y avait des postes vacants. Donc, vous ajoutez, mais sur ces postes vacants, par exemple, pour les praticiens hospitaliers, vous avez des contractuels qui exercent. Donc, si vous ajoutez, on s'est pris 1 à 2 points d'absentéisme en plus avec la crise Covid.
plus la fatigue des professionnels, et puis ça peut susciter effectivement des départs, même si on n'a pas de départ massif. Tout ceci conforte le fait qu'on ferme des lits pour assurer la continuité des soins. Et donc c'est sporadique en fonction de certaines activités. Alors je vais vous donner la parole tout de suite parce que vous vouliez réagir, mais je vous propose d'entendre la réaction d'un autre urgentiste, le chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, c'est Mathias Vargon. Il intervient, alors c'était sur France Info il y a quelques jours, notamment sur ces difficultés de recrutement. On l'écoute. À chaque fois on nous dit qu'est-ce que vous proposez ? Alors toutes les partis politiques vous disent on va embaucher des gens. Chez nous les postes ils sont ouverts, il y a des primes et on trouve personne pour des histoires d'horaires, mais pas que pour ça, pour des histoires de conditions de travail. C'est les conditions de travail qu'il va falloir changer. L'intérêt du travail, on peut pas demander à une infirmière ou à une aide-soignante de faire ce qu'elle faisait il y a 50 ans, c'est-à-dire venir piquer, se tirer. Il faut que les gens ils trouvent un intérêt au boulot, c'est-à-dire qu'on leur rouvre autre chose que juste être aux soins et faire la mine. Et il faut qu'ils aient du contact avec les patients, plus que ça existe maintenant. Il faut qu'ils aient des perspectives de carrière. Wilfried Samuth, c'est pas seulement la rémunération, c'est ce qui peut peut-être retenir de ce débat. C'est même d'ailleurs ce qui peut nous amener à soit on refonde tout, soit on refonde rien, ou avec l'inefficacité habituelle. C'est-à-dire que ça part même, si vous voulez, c'est un problème aussi éducationnel à la base. Vous formez des docteurs. En ce moment, par exemple, vous avez les docteurs qui arrivent à l'hôpital, ils n'ont pas d'encadrement, les bébés docteurs. Donc comment voulez-vous avoir dans 10 ou 15 ans ces fameux 9000 médecins supplémentaires qu'on nous promet? Comment voulez-vous qu'ils soient efficients si pendant leur année de formation, ils ont été tiraillés entre leur chef de clinique ou leur interne, qui lui-même avait des tâches qu'il n'arrivait pas à faire. Donc pourquoi ? Parce que les médecins qui sont là n'ont pas le temps de leur consacrer... Parce que tous les systèmes du service public, et je suis désolé de le dire, on l'a vu tout à l'heure, encore une fois, je suis désolé de rebondir sur votre sujet précédent, mais on l'a vu avec le ministère de l'Intérieur, mais la magistrature est dans le même état. Vous parliez de mes fonctions à l'ONIAM, je travaille avec des magistrats pour l'indemnisation, mais les dossiers s'accumulent et on est derrière la pile, et s'il y a une pénalisation, je vous dis pas les tribunaux dans quel état ils sont pour traiter donc c'est une refonte du sol au plafond, c'est-à-dire qu'il faut impliquer effectivement l'université parce que c'est un problème de formation, de sélection. J'aime pas ce mot-là, c'est pareil. Quand vous formez des docteurs, il faut pas les sélectionner, il faut les former. C'est-à-dire que c'est avant de dire on va prendre les plus brillants, on a passé des années, l'université a passé des années à phosphorer pour essayer de sélectionner les plus brillants qui allaient décrocher le prix Nobel de médecine. Arrivé là, on n'a pas plus de prix Nobel de médecine, mais l'hôpital ne fonctionne pas. Donc il y a un moment où il va falloir effectivement se poser les bonnes questions, donner les moyens à l'université de former les gens à des fonctions de soins au sens le plus large, c'est-à-dire du docteur au paramédical, et leur donner, réarmer leur désir de travailler ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est pas uniquement au sein de l'hôpital public ou privé, peu importe, mais c'est aussi dans la filière de soins. Et là, c'est un travail ambitieux, si vous voulez, parce que ça demande aussi une coordination avec le préhospitalier. Les moyens, effectivement, ont été donnés. On a donné des milliards au Ségur, mais comment on peut arriver à un résultat et personne ne se pose la question. J'aurais été ministre, franchement, je me serais posé la question. Je mets 10 milliards sur la table, j'ai je ne sais combien de médecins et d'infirmiers qui s'en vont. Et je me dis, super, j'ai réussi mon coup. Bon, alors, on a déjà... à vouloir faire sur les gens. Oui, sur cette notion, je vais vous redonner la parole juste après, de la qualité de vie au travail des personnels soignants. Je propose à Jonathan Dupriez de nous rejoindre parce que on a choisi avec vous de faire un focus sur le travail qui a été réalisé ici au Sénat, justement. Alors il y a eu beaucoup de pistes d'amélioration évoquées et il y en a sur cette question de la qualité de vie au travail. Oui, tout à fait, Thomas. C'était même le cœur du rapport sénatorial qui a été publié fin mars. Pour les sénateurs, en fait, l'hôpital est vraiment rentré dans une spirale négative. Il fonctionne à flux tendu, miné par le manque de moyens, de personnel, et cette situation a été rendue d'autant plus compliquée avec la crise du Covid-19. Et face à ce constat, alors les sénateurs, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent avant tout de revaloriser les salaires, mais au-delà du saupoudrage, ce qu'ils appellent le saupoudrage du Ségur de la santé, ils réclament aussi un meilleur encadrement des heures supplémentaires et surtout un renforcement, vous le voyez, des embauches, notamment des infirmiers, des aides-soignants, pour que le fonctionnement finalement de l'hôpital ne repose plus uniquement, je les cite, sur la bonne volonté et la morale du dévouement. Pour Bernard Jomier, président de la commission d'enquête, il faut surtout recréer un cercle vertueux, améliorer les conditions de travail. Ensuite, la qualité de soins s'améliorera d'elle-même et les personnels retrouveront enfin du sens à leur activité. Écoutez-le. Il
faut redonner du sens à la mission de l'hôpital. Il faut redonner du sens à des personnels qui, nous l'ont tous dit, ont le sentiment d'être maltraitants, de ne pas bien prendre en charge les patients. Donc ça passe par des mesures très concrètes. Ça passe par une proposition que nous faisons, qui est très forte, qui est d'améliorer les ratios de soignants par patient. Oui. Ils se sont dégradés ces dernières années. Et vous savez, quand une infirmière qui devait prendre en charge 10 patients en prend en charge 14, eh bien, elle n'a plus le temps de faire correctement son travail. Et puis dans leur rapport, les sénateurs pointent aussi la part prépondérante prise par les services d'urgence dans notre système de santé. Oui, tout à fait. C'est l'un des soucis majeurs pointés par les parlementaires. Les besoins en santé de la population ont augmenté et la médecine de ville ne les absorbe que de moins en moins. Entre 2015 et 2018, la part de la population qui vit en zone sous-dotée en médecins est passée de 3,8 à 5,7%, pointe le rapport. Résultat, les hôpitaux voient leur nombre d'actes augmenter et les urgences sont en première ligne pour les absorber. Le nombre de passages y a d'ailleurs bondi de 10,1 millions en 92 pour atteindre maintenant 21,2 millions en 2019. C'est assez vertigineux. La pression sur les services d'urgence va rester très forte pour plusieurs années encore, sachant que les premiers effets de la fin du numerus clausus pour les médecins généralistes ne se feront sentir qu'à partir de 2030, d'où la nécessité de se préparer dès maintenant. Et enfin, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale préconise de rééquilibrer surtout la prise en charge des patients entre les cabinets et l'hôpital. Merci Jonathan pour tous ces détails. Vous vouliez intervenir, Frédéric Bizard. Alors j'imagine que ça rejoint une partie des recommandations. Enfin oui et non, parce que si vous voulez, quand j'entends qu'il faut augmenter le ratio des soignants par patient, oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le ratio alors que M. Vargon disait de lui-même, mais les postes sont ouverts. Le problème c'est qu'on ne trouve pas les soignants, donc peut-être s'attaquer aux causes de la perte complète d'attractivité, de sens, vous l'appelez comme vous voulez, de l'hôpital, comme des autres lieux de soins. Parce qu'encore une fois, c'est généralisé. Un mot quand même sur le Ségur, parce qu'il faut essayer d'analyser. D'abord, il faut remettre quand même dans le contexte comment le Ségur s'est fait dans une crise sanitaire historique que personne n'avait anticipé, même si on peut toujours anticiper les crises sanitaires, mais avec des pouvoirs publics absolument pas préparés et un système extrêmement fragilisé. Et donc, je pense qu'il était nécessaire de remettre une somme d'argent très importante pour faire tenir l'hôpital pendant cette crise. Et de ce point de vue, le Ségur a réussi cet objectif. En revanche, il est évident que sur le moyen long terme, le Ségur n'a pas du tout été pensé, je pense, correctement. Je vous prends un exemple. Pourquoi est-ce que le personnel soignant ne veut plus travailler la nuit ? Parce qu'il n'y a plus aucune incitation financière à travailler la nuit. Vous gagnez 1,08 € par heure en plus si vous travaillez la nuit. Alors qu'on a... Et souvent la nuit, vous avez des contractuels qui n'ont pas bénéficié pour la plupart du Ségur. Mais donc tout le monde préfère travailler le jour. Enfin, excusez-moi, ça me semble être quelque chose de pas très compliqué à comprendre. Donc comme vous n'avez pas revalorisé ce qui est le cœur des soignants, c'est-à-dire les tâches pénibles, forcément toutes ces tâches pénibles ne trouvent plus de main, de ressources. Bon, eh bien les urgences, c'est en particulier ça. Juste un point. Pourquoi est-ce qu'on a une crise aussi généralisée ? C'est comme dans toute institution, c'est que vous n'avez pas les bons gouvernants, vous n'avez pas la bonne gouvernance. Que je dirais même mettre en musique ce qui se passe depuis une année. On s'est dit, il faut, et toutes les manettes, il faut qu'on réétatise complètement le système parce qu'on a un système qui est beaucoup trop décentralisé, beaucoup trop dans les mains des acteurs. Et on est allé trop loin dans ce sens-là. Et on est allé beaucoup trop loin dans ce sens-là. Les ARS ont tout pouvoir sans contre-pouvoir. La direction de la PHP a tout pouvoir sans contre-pouvoir. On a un simulacre de démocratie sociale, mais qui n'a rien d'une démocratie sociale. Donc vous voyez, ça c'est des choses que vous pouvez faire très rapidement avec les acteurs qu'on peut remettre un petit peu d'aplomb et c'est essentiel. Alors je voudrais évoquer un autre thème qui rejoint la question de la rémunération. Ce matin sur France Inter, Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, il pointait la responsabilité des intérimaires dans cette crise. Il parle même de mercenaires. Écoutez. Les médecins seniors, les médecins un peu capés, qui prennent des gardes. Quand ils prennent une garde, ils sont payés 250, 300 € pour une garde de week-end, alors qu'un intérimaire qui va choisir d'être mercenaire et de faire l'intérim peut être payé 1 500 €. Il faut revaloriser cela. Ceux qui prennent 1 500 balles pour... moi, quand je vais aux urgences de la Riboisière et qu'on m'explique que ça peut être ça le tarif,
je ne sais pas comment le qualifier autrement, et qui je veux dire, la médecine, c'est un travail d'équipe. Voilà, se vendre comme cela, je pense que c'est c'est un problème. Vincent Couronne, je vous ai demandé cet après-midi si vous pouviez regarder, parce que Martin Hirsch, il dénonce, mais jusqu'à preuve du contraire, le système, il est légal. Dans quelles conditions les hôpitaux peuvent faire appel à ces intérimaires ? Bon, vous savez, en droit, il y a souvent le principe et l'exception. Le principe en droit, c'est que la fonction publique, elle est assurée par des fonctionnaires. Et c'est pareil pour la fonction publique hospitalière. Sauf que l'exception, c'est que lorsqu'il y a un manque de personnel, lorsqu'il y a des pénuries, ou lorsqu'il n'y a pas les personnes compétentes parmi les fonctionnaires pour assurer une fonction, eh bien on peut recruter des contractuels, mais ça doit rester exceptionnel, ou alors des intérimaires. Le problème, et on l'a vu tout à l'heure avec votre plateau, que en fait c'est une situation qui est en train petit à petit de devenir une exception, pas forcément majoritaire, mais qui pourrait un jour le devenir. Il y a un aiguillon probablement ici à garder en tête, c'est la Constitution. La Constitution, dans son préambule, elle prévoit ceci, elle dit, je cite, « La nation garantit à tous, notamment à la femme, à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. » Ça en découle de ça, en fait, un droit constitutionnel à la protection de la santé. Ça a des conséquences très, très pratiques, c'est-à-dire que dans le Gard, en 2009, la justice a annulé un regroupement de maternités, tout simplement parce que, en regroupant ces maternités, en enfermant certaines, du coup, eh bien, il y avait des femmes enceintes qui étaient à plus de 40 km d'une maternité. En cas de complications, le juge a dit c'est pas possible. Donc il a fallu rouvrir des maternités. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on organise, certes, le personnel, que ce soit des fonctionnaires ou des intérimaires, pour pouvoir gérer ces services-là, certes, mais avant tout, il faut se dire, il faut que ces services existent de toute façon. Donc il faut bien l'organiser. Merci Vincent. Je me tourne vers vous, Zéna Briet, parce qu'ils coûtent combien ces intérimaires aux hôpitaux publics? Ils coûtent trop cher. D'accord. Ils coûtent trop cher, mais je crois que... Moi, j'y vois un peu le symbole de l'absurdité. Oui, mais système, justement, quand même, vous avez dit le terme. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut redonner du sens aux soignants. Il faut redonner du sens à notre système de santé. Je veux dire, vous venez de citer la Constitution. Dans une démocratie, maintenir les gens en bonne santé, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et donc, effectivement, redonner du sens à notre système de santé pour qu'il soit plus vertueux, c'est d'abord, arrêter de fabriquer des malades, parce que malgré tout, vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans un système curatif, et les problèmes d'aval, de médicalisation de l'aval, les problèmes de non-accès en amont, en soins, forcément, ça fabrique des malades. Et puis, avoir un système de santé qui soit plus vertueux, c'est que tous les acteurs de santé s'attachent à répondre aux priorités de santé publique que nous allons avoir. Vous avez évoqué tout à l'heure la formation des médecins. C'est très bien qu'on choisisse en premier lieu la chirurgie réparatrice et plastique. Moi, je trouve ça très bien. Est-ce que ce sont là les priorités de santé publique qui sont là aujourd'hui devant nous? Non. Donc il faut vraiment redonner du sens à tout notre système de santé pour qu'il soit plus vertueux, et que ce qu'il nous coûte améliore significativement l'état de santé des populations, mais surtout les maintienne en bonne santé. Wilfried Samuth, cette histoire d'intérimaire, qu'est-ce que ça... Oui, je voulais répondre par votre intermédiaire à Martin Hirsch. J'aime beaucoup son cynisme, c'est-à-dire que la politique qu'il a mise en place à l'assistance publique a conduit les praticiens hospitaliers et les paramédicaux à aller vers l'intérim, puisque l'hôpital était incapable de les rémunérer décemment. Donc, voire même, je crois que dans les derniers décrets, il doit y avoir même une ligne ou deux qui souligne que en se mettant à temps partiel, vous pouvez aller faire des piges ailleurs, mieux rémunérés. Donc effectivement, c'est quand même incroyable que ce monsieur qui est directeur de la PHP dise « Ah ben oui, mais finalement, c'est l'intérim qui nous fait du... » Oui, c'est l'intérim. Nous l'avons toujours dénoncé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire cohabiter au sein du même établissement pour le même travail des praticiens qui sont payés 3 francs 6 sous et des intérimaires qui touchent la timbale. Et donc, ça a même eu un effet de détournement des praticiens et des paramédicaux vers l'intérim médical, puisque les gens ne sont quand même pas absurdes. Pour le même travail, ils seront mieux rémunérés. Et quant au problème
effectivement de la santé qui est un bien commun, effectivement, il faut revenir à cette valeur, monsieur l'a souligné. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage de devoir en passer par la justice pour pouvoir essayer de faire respecter l'égalité des soins sous nos latitudes, d'autant que les tribunaux ont sûrement mieux à faire que de régler ces litiges-là en ce moment. Je termine, il y a une question, je l'ai posée dans mes titres, donc il faut que je vous la pose aussi. Alors là, c'est vraiment du court terme. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants qui ont été non vaccinés, qui ont été suspendus? Selon le ministère de la Santé, il y en a 15 000. Alors, déjà, je pense qu'il n'y a pas 15 000 soignants. Sur les 15 000 soignants, sur les 15 000 qui ont été exclus, il faut savoir quelle est la vraie proportion de soignants. Oui, ils ne sont pas tous des soignants. Voilà. Ensuite, ça pose quand même une question fondamentale sur l'exercice du métier de soignant aussi, à savoir que un soignant, un professionnel de santé a un tableau vaccinal qui est plus large que celui de tout à chacun. Parce que, d'une part, il se doit de se protéger et de protéger aussi les patients qu'il a entre ses mains. Donc, regardons de près, mais je pense qu'il y a d'autres questions qui sont derrière. Je crois qu'il y a une logique. Lorsqu'on prend en charge des patients, on se doit de les protéger. Lorsqu'on choisit le métier de professionnel de santé, je sais ce que c'est, je suis aussi professionnel de santé, et on a des obligations qu'on n'a pas dans d'autres métiers. Est-ce que vous pensez qu'il faut les réintégrer ? C'est une vaste question. En 30 secondes, c'est impossible d'y répondre. Je pense que, alors, dans l'urgence, on a besoin de tout le monde. Donc, à partir du moment où le risque Covid est un peu plus écarté, il n'est pas supprimé. Je ne veux pas non plus. On peut quand même essayer de ne pas se priver d'une partie de la population soignante. Par contre, effectivement, il faut se poser les bonnes questions en termes de santé publique. C'est-à-dire comment on en arrive à ce que des soignants, là aussi, il y a un problème d'éducation énorme. On devrait être les porteurs, les chantres d'une vaccination ciblée. Moi, je me pose la question comment on en arrive là, quoi. Il faut toujours essayer de comprendre les causes avant d'essayer d'être radical en termes de traitement. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Frédéric Bizat, je rappelle le titre de votre livre, L'autonomie solidaire en santé, livre publié aux éditions Michalon. Merci encore, merci ici et en duplex d'avoir participé à cette émission. Merci.